Alors que j'étais enceinte de 8 mois, ma belle-sœur avide a essayé de voler les 120,000 $ de mon fonds pour le bébé pendant que mon mari était en déplacement professionnel. Lorsque je l'ai empêchée de virer l'argent, elle a perdu le contrôle et a donné un coup de pied si violent dans mon ventre de femme enceinte que j'ai perdu les os instantanément. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, elle m'a agrippé par les cheveux et m'a traîné sur le sol en hurlant « Cet argent devrait être à moi ». Ma belle-mère, qui était présente, a ajouté « Donne-lui ce qu'elle veut ». Mon beau-père m'a maintenu au sol en disant « Arrête de te débattre et signe ». La douleur était insupportable, et je me suis évanoui sous le choc du traumatisme. Quelques heures plus tard, quand je me suis réveillée à l'hôpital, confuse et souffrante, le médecin est entré avec une expression grave. Il m'a révélé quelque chose de choquant. L'histoire complète: j'étais enceinte de 8 mois, et mon mari, Daniel, avait dû s'envoler pour Singapour pour une réunion d'affaires urgente. Son cabinet de conseil en technologie était sur le point de conclure un accord majeur, et il ne devait s'absenter que pour exactement 72 heures. 3 jours semblaient être une éternité, surtout quand on porte des jumeaux et qu'on peut à peine lasser ses propres chaussures, mais je lui ai assuré que tout irait bien. Notre modeste maison de banlieue avait tout ce dont j'avais besoin, et mon téléphone restait chargé en cas d'urgence. Le fonds pour le bébé était quelque chose que nous construisions depuis 5 ans. La start-up de Daniel était enfin entrée en bourse, et nous avions mis de côté exactement 120,000 $ dans un compte dédié à nos filles. Frais médicaux, équipement pour la chambre, épargne pour l'université. Nous avions des projets pour chaque dollar. Seuls Daniel et moi avions accès à ces fonds via notre compte joint, et nous avions été méticuleux pour le garder séparé de nos finances habituelles. Le mardi après-midi est arrivé avec des visiteurs inattendus. On a sonné à ma porte à 14 heures, et je me suis dandiné pour aller ouvrir, m'attendant peut-être à un livreur. Au lieu de cela, Vanessa se tenait là, flanquée de ses parents comme des gardes du corps. La sœur de Daniel avait toujours été problématique, mais l'expression sur son visage ce jour-là portait quelque chose de plus sombre que son arrogance habituelle. « Nous devons parler d'argent », a annoncé Vanessa, en passant devant moi pour entrer dans mon salon sans y être invitée. Sa mère, Lorraine, suivait avec une sacoche d'ordinateur portable. Son père, Gérald, a refermé la porte derrière eux avec une fermeté qui m'a noué l'estomac. Quelque chose dans leur arrivée coordonnée semblait répéter, planifier. « Daniel n'est pas à la maison », ai-je dit, en m'asseyant prudemment sur le canapé. Mon dos me faisait constamment mal à ce stade, et rester debout pendant de longues périodes était une torture. « Nous savons », a répondu Vanessa, s'installant dans le fauteuil préféré de Daniel comme si elle en était propriétaire. « C'est pour ça que nous sommes ici maintenant. » Lorraine a ouvert son ordinateur portable et l'a posé sur la table basse. Gérald s'est positionné près de la porte d'entrée. Mon pouce est accéléré, car j'ai reconnu leur stratégie. Ils bloquaient ma sortie la plus facile. L'entreprise de Vanessa a besoin d'un investissement, a commencé Lorraine, sa voix portant la même douceur manipulatrice qu'elle avait utilisée lorsqu'elle essayait de convaincre Daniel de se porter garant pour son prêt automobile il y a 3 ans. Elle a trouvé une opportunité incroyable dans l'immobilier commercial. Félicitations, ai-je dit prudemment. Mais c'est Daniel qui gère nos décisions d'investissement, et il sera de retour vendredi. On ne peut pas attendre jusqu'à vendredi, a claqué Vanessa. Son masque de civilité est tombé instantanément. La vente se conclut jeudi matin, et j'ai besoin de 120 000 $ d'ici demain soir. Le montant exact de notre fonds pour le bébé. Mon sang s'est glacé. C'est impossible, ai-je déclaré fermement. Nos économies sont allouées aux jumelles. Gérald s'est approché, et soudain, la pièce a semblé plus petite. Ces bébés ne sont même pas encore nés, a-t-il dit, son ton suggérant que cela rendait notre planification en quelque sorte illégitime. Vanessa a besoin de cet argent maintenant pour un retour garanti. Notre réponse est non. J'ai tendu la main vers mon téléphone, mais Lorraine a été plus rapide. Elle l'a arraché du bout de la table et l'a tenu contre sa poitrine. « Écoute juste la proposition d'abord », a-t-elle insisté. « Sois raisonnable. Rendez-moi mon téléphone. » Ma voix tremblait, mais j'ai gardé ma main tendue. Après que nous ayons fini de parler, a dit Gérald. Vanessa avait travaillé dur sur cette présentation. L'écran de l'ordinateur montrait une annonce immobilière, un petit centre commercial dans un quartier douteux. Vanessa s'est lancée dans un argumentaire répété sur le potentiel de plus-value et les revenus locatifs, mais ces chiffres ne collaient pas. Même avec mes connaissances limitées en immobilier, je pouvais voir le désespoir derrière cette entreprise.
Comment saviez-vous même pour notre fond bébé, ai-je demandé, interrompant son boniment. Le visage de Vanessa a rougi. Daniel l'a mentionné à Noël. Il a mentionné que nous économisions pour les bébés, ai-je corrigé. Il n'a jamais divulgué le montant. Le silence m'a répondu. Les yeux de Lorraine se sont tournés vers Gérald, et soudain, j'ai compris. Ils avaient fouillé dans nos documents financiers lors de leur dernière visite. Daniel avait laissé des relevés bancaires dans son bureau à la maison, et apparemment, notre vie privée ne signifiait rien pour eux. Nous sommes une famille, a dit Lorraine, comme si cela justifiait l'usurpation d'identité. La famille s'entraide en volant? Je me suis levé, ignorant la protestation de Mélombert. Vous devez partir. Nous ne partirons pas sans cet argent, a déclaré Vanessa froidement. Son attitude est passée d'une fausse amabilité à une hostilité ouverte. Tu vas le virer sur mon compte tout de suite. Absolument pas, je me suis dirigé vers la porte, mais Gérald m'a barré la route. Assieds-toi, a-t-il ordonné. Sortez de ma maison. Mes mains ont instinctivement protégé mon ventre alors que l'une des jumelles donnait un coup violent contre mes côtes. Vanessa s'est levée et s'est approchée de l'ordinateur portable. Je me suis déjà connecté à votre portail bancaire, a-t-elle dit nonchalamment, tournant l'écran vers moi. J'avais enregistré ton mot de passe quand Daniel m'a laissé utiliser son ordinateur le mois dernier. Ma vision s'est brouillée de rage et de peur. Ils avaient planifié toute cette embuscade, la chronométrant parfaitement pour le moment où Daniel serait à l'autre bout du monde. Ils avaient volé nos identifiants de connexion et étaient entrés chez moi avec un vol prémédité à l'ordre du jour. Vous avez commis une fraude, ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est un crime. Ce n'est une fraude que si on se fait prendre, a répondu Lorraine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et qui va nous dénoncer? Toi. Nous sommes sur le point d'être les tantes et les grands-parents de tes enfants. Les doigts de Vanessa ont bougé sur le clavier, naviguant vers notre page de virement. L'écran affichait le solde de notre fonds bébé, 120 000 $. Mon cœur martelait contre ma cage thoracique alors que je la regardais entrer ces informations de compte dans le champ du bénéficiaire. Arrêtez. Je me suis jeté sur l'ordinateur portable, mais mon corps de femme enceinte bougeait trop lentement. Vanessa m'a poussé en arrière. J'ai trébuché, me rattrapant contre la coudoir du canapé. Elle a continué à taper, entrant le montant total dans la case du virement. Laisse-la faire, a dit Gérald, sa main atterrissant sur mon épaule avec une pression inconfortable. Ça rendra tout plus facile. Je me suis dégagé de lui et j'ai attrapé l'ordinateur portable, le claquant violemment. Vanessa a crié et a essayé de me l'arracher des mains. Nous avons lutté, et l'appareil est tombé au sol avec fracas. L'impact a fissuré l'écran, mais au moins le virement n'avait pas été traité. Tu as ruiné mon ordinateur, a hurlé Vanessa. Sortez, ai-je crié en retour, à bout de souffle. Vous tous, sortez maintenant. Lorraine a ramassé l'ordinateur endommagé, examinant l'écran fissuré en toile d'araignée. C'était cher, a-t-elle dit froidement. Tu vas payer pour ça aussi. Envoyez-moi une facture, ai-je craché. Ensuite, je vous enverrai une facture pour tentative de vol. Le visage de Vanessa s'est tordu de fureur. Avant que je puisse réagir, elle s'est avancée et m'a donné un coup de pied directement dans mon ventre de femme enceinte. L'impact a fait l'effet d'un accident de voiture. Une douleur aveuglante et instantanée a irradié dans mon abdomen alors que je me pliais en deux. J'ai perdu les os immédiatement, le fluide trempant mon pantalon et formant une flaque sur le parquet. Oh non, ai-je haleté, mes mains agrippant mon ventre. Non, non, non. Mais Vanessa n'avait pas fini. Elle a attrapé une poignée de mes cheveux et m'a tiré au sol. Mes genoux ont heurté le sol durement, et une nouvelle douleur a traversé mes jambes. Elle m'a traîné à travers le salon, mon cuir chevelu brûlant alors que des mèches de cheveux étaient arrachées. Cet argent devrait être à moi, hurlait-elle, sa voix perçante de prétention. À moi. Je suis sa sœur. Sa famille de sang. Arrêtez. J'ai essayé de me défendre, mais une autre contraction a saisi mon corps. Les jumelles arrivaient, et elles arrivaient maintenant. Les bébés. Donne-lui ce qu'elle veut. La voix de Lorraine a coupé mes supplications. Elle n'essayait pas d'arrêter sa fille, elle encourageait cette violence. Gérald a attrapé mes bras, les plaquant derrière mon dos pendant que je me débattais. Arrête de te battre et signe simplement, a-t-il exigé, me forçant à rester à plat contre le sol. Je ne peux pas respirer, ai-je sifflé.
La pression sur mon estomac était insupportable, et les contractions venaient plus vite. S'il te plaît. Un mot de passe. Vanessa me secouait par les cheveux. Donne-moi le mot de passe du virement. Ma vision a commencé à se rétrécir. La douleur, la peur et le manque d'oxygène ont créé un cocktail toxique que mon cerveau ne pouvait pas traiter. La dernière chose dont je me souviens, c'est le visage de Lorraine planant au-dessus de moi, disant quelque chose sur le fait que je m'étais attiré tout ça. Puis, tout est devenu noir. La conscience est revenue par fragments. Des lumières fluorescentes. L'odeur de l'antiseptique. Un brassard de tensiomètre serrant mon bras. Ma main est allée instinctivement vers mon estomac, mais le poids massif avait disparu. La terreur a inondé mon système. Mes bébés, ai-je coassé, ma gorge à vif. Une infirmière est apparue à mon chevet. Vous êtes réveillé, a-t-elle dit doucement. Essayez de ne pas trop bouger. Où sont mes filles? La panique a rendu ma voix aiguë. Sont-elles en vie? Le médecin vient vous parler, a-t-elle dit en ajustant ma perfusion. Respirez simplement lentement. Le docteur Mitchell est entré quelques instants plus tard, son expression soigneusement neutre. C'est à ce moment-là que la vraie peur s'est installée. Les médecins n'ont l'air aussi contrôlés que lorsque les nouvelles sont dévastatrices. Madame Reynolds, a-t-il commencé en tirant une chaise près de mon lit. Vous avez été amenée par ambulance il y a environ 4 heures. Une voisine a entendu des cris et a appelé le 911. Mes bébés, ai-je répété. S'il vous plaît. Il a pris une profonde inspiration. Nous avons effectué une césarienne d'urgence. Vos filles sont nées à 32 semaines de gestation. Prématurées 8 semaines en avance. C'est ma faute de ne pas avoir été assez forte pour repousser 3 adultes. Elles sont en vie, a continué le docteur Mitchell rapidement, voyant mon expression. Les 2 filles sont en soins intensifs néonatal, US1. Le bébé A pèse 1,4 kg. Le bébé B pèse 1,5 kg. Elles sont sous respirateur, mais leurs signes vitaux sont stables. Le soulagement et la culpabilité m'ont submergé par vagues égales. Puis-je les voir? Bientôt, a-t-il promis. Mais d'abord, nous devons discuter de vos blessures et de ce qui vous est arrivé. Il a expliqué l'étendue des dégâts, de graves ecchymoses sur mon abdomen, de multiples contusions sur mon cuir chevelu là où les cheveux avaient été arrachés, des côtes contusionnées par le poids de Gérald, des brûlures de tapis sur mes genoux et mes bras. L'agression avait été documentée, photographiée et signalée à la police. Les ambulanciers vous ont trouvé inconsciente sur le sol de votre salon, a dit le docteur Mitchell avec précaution. Il y avait des preuves de lutte. Votre porte d'entrée était grande ouverte, et votre portefeuille avait été vidé de son argent liquide et de ses cartes de crédit. Il m'avait volé en partant. Après avoir failli me tuer et forcer mes bébés à venir au monde 2 mois plus tôt, ils avaient volé mon portefeuille. Qui vous a fait ça? A demandé le médecin doucement. Avant que je puisse répondre, une détective de police est entrée dans la chambre. L'officier Stéphanie Chen s'est présentée et a sorti un carnet. Elle attendait que je me réveille. Je leur ai tout raconté, chaque mot, chaque action, chaque horrible détail. L'expression de l'officier Chen s'assombrissait à mesure que mon histoire progressait. Quand j'ai fini, elle a fermé son carnet avec une colère à peine contenue. Nous avons déjà les images de sécurité de votre sonnette vidéo, a-t-elle dit. Elle les a capturées entrant chez vous et partant 2 heures plus tard. L'enregistrement montre votre belle-sœur vous traînant par les cheveux. J'avais oublié notre sonnette vidéo. Daniel l'avait installée il y a 6 mois après une vague de vols de colis dans notre quartier. Nous avons émis des mandats d'arrêt contre Vanessa Morrison, Lorraine Morrison et Gérald Morrison, a poursuivi l'officier Chen. Les charges comprennent l'invasion de domicile, l'agression, la tentative de vol et la mise en danger d'un enfant à naître. Compte tenu de vos blessures et de la naissance prématurée, nous poursuivons également pour agression criminelle aggravée. Mon téléphone. Ils ne me l'ont jamais rendu. Je dois appeler mon mari, ai-je dit avec urgence. Il ne sait pas, l'infirmière m'a apporté un téléphone de l'hôpital. Mes mains tremblaient en composant le numéro de Daniel. Il était 3 heures du matin à Singapour, mais il a répondu à la 2e sonnerie. Allô? Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était pâteuse de sommeil et d'alarme instantanée. Tu dois rentrer à la maison, ai-je dit, et puis j'ai commencé à pleurer. L'histoire s'est déversée entre les sanglots.
Le choc de Daniel s'est transformé en fureur alors que je décrivais l'attaque de sa famille. À la fin, il est réservé un vol sur son téléphone, promettant d'être dans le prochain avion. Les bébés, a-t-il demandé, la voix brisée. Ce sont des battantes, lui ai-je dit. Tout comme leur maman. L'enquête de l'officier Chen a avancé rapidement. Les images de la sonnette étaient accablantes. Elle montrait Vanessa me donnant des coups de pied, Lorraine encourageant l'agression, et Gérald me maintenant au sol. Des preuves supplémentaires sont venues de ma voisine, Madame Patterson, qui avait entendu les cris et appelé le 911. Elle avait également photographié Vanessa, Lorraine et Gérald quittant ma maison en emportant mon ordinateur portable et mon portefeuille. Ils ont été arrêtés dans les 12 heures. Vanessa a essayé d'invoquer la légitime défense, insistant sur le fait que c'était moi qui l'avais attaqué en premier. La preuve vidéo a détruit ce mensonge instantanément. Lorraine a tenté de se présenter comme une spectatrice innocente, mais l'audio de la caméra de la sonnette avait capturé sa voix disant à Vanessa de « prendre ce dont tu as besoin ». L'avocat de Gérald a essayé d'argumenter que son client avait seulement essayé de calmer la situation. Malheureusement pour lui, les images le montraient clairement en train de bloquer mes bras pendant que sa fille m'agressait. La mise en accusation a eu lieu rapidement. Daniel y a assisté avec Richard pendant que je restais hospitalisé, récupérant encore de l'opération d'urgence. Il est revenu l'air secoué, d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Vanessa a souri, a-t-il dit doucement. Quand ils ont lu les charges, elle a vraiment souri comme si tout cela n'était qu'une sorte de blague. Indicateur de personnalité narcissique, a apparemment expliqué Richard. Elle croit sincèrement qu'elle est la victime ici. Dans son esprit, tu es la méchante qui l'a empêché d'avoir l'argent qui aurait dû être le sien. Daniel est arrivé 36 heures après mon appel, ayant l'air de n'avoir pas dormi. Il est allé directement à l'unité de soins intensifs néonatales où nos filles gisaient dans leurs incubateurs en plastique, minuscules et fragiles, mais respirant. J'ai regardé à travers la vitre alors qu'il posait ses mains sur leur boîte, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Quand il est finalement venu dans ma chambre de réveil, le chagrin dans ses yeux s'était transformé en une froide détermination. Ils vont aller en prison, a-t-il déclaré catégoriquement. Tous les trois. Ta famille, ai-je dit doucement. Ils ont cessé d'être ma famille quand ils ont levé la main sur toi et nos enfants, a répondu Daniel. Sa mâchoire était serrée d'une manière que je ne lui avais jamais connue. J'ai déjà appelé Richard Harrison, cet avocat de mon cours de droit des affaires. Il s'occupe de ça personnellement. Richard était le cauchemar des procureurs et le pire ennemi des avocats de la défense. Il ne gagnait pas seulement les affaires, il démolissait l'opposition avec une précision impitoyable. Quand Daniel lui a expliqué la situation, Richard avait apparemment vidé son agenda immédiatement. La procédure pénale s'est déroulée plus vite que je ne l'espérais. Avec les preuves vidéo, les témoignages et la documentation médicale, l'accusation avait un dossier en béton. L'avocat de Vanessa a essayé de négocier un accord de plaidoyer, mais Richard nous a conseillé de refuser. Ils doivent faire face à chaque chef d'accusation, a-t-il dit lors d'une conférence téléphonique. Ce qu'ils ont fait n'était pas juste criminel, c'était monstrueux. Pendant la préparation du procès, des détails plus troublants ont émergé sur l'étendue de leur planification. L'officier Chen a découvert des messages textes entre Vanessa et Lorraine remontant à 3 semaines avant l'attaque. Elle coordonnait ce vol depuis le moment où Daniel avait annoncé son voyage d'affaires à Singapour. Nous avons des captures d'écran de tout, m'a montré l'officier Chen lors de l'une de ses visites de suivi. Vanessa avait écrit à sa mère mardi après-midi, elle sera seule et vulnérable. Personne ne croira qu'une femme enceinte pourrait se défendre contre une intervention familiale nécessaire. L'expression « intervention familiale nécessaire » m'a glacé le sang. Il s'était réellement convaincu que c'était justifié. Gérald avait répondu à cette même chaîne de messages par « Assure-toi que l'ordinateur portable de Daniel est là. Nous aurons besoin d'un accès de secours si elle refuse la première fois. » Ils avaient prévu ma résistance. Ils avaient anticipé que je me battrais et avaient élaboré une stratégie en conséquence. Ce n'était pas une dispute spontanée qui avait dégénéré, c'était une agression préméditée avec le vol financier comme motif principal. Richard a demandé une analyse forensique de leurs appareils, et ce qui en est ressorti a brossé un tableau encore plus laid. Vanessa avait fait des recherches sur le temps de récupération moyen pour les césariennes. Elle avait cherché si les bébés prématurés pouvaient survivre. Elle avait même cherché combien de temps avant que les bleus d'agression ne s'estompent. Elle calculait combien de dégâts elle pouvait infliger sans laisser de preuves visibles permanentes.
Elle pensait que si elle le chronométrait bien, vous guéririez avant tout procès, et le jury ne verrait pas l'impact complet, a expliqué Richard, la voix serrée par une colère contenue. Mais Vanessa n'avait pas compté sur la rupture immédiate de ma poche des os. Elle n'avait pas prévu l'arrivée de mes filles 8 semaines en avance. Elle avait mal calculé chaque aspect de la physiologie humaine et des instincts de protection maternelle. Les médecins de l'USIN sont devenus des témoins cruciaux pour l'accusation. Le docteur Mitchell a témoigné des blessures spécifiques qui avaient causé mon accouchement prématuré. Un néonatologiste a expliqué comment les poumons sous-développés des jumelles les affecteraient potentiellement à vie. Un spécialiste pédiatrique a décrit la cascade de complications auxquelles les nourrissons prématurés sont confrontés, des hémorragies cérébrales aux problèmes intestinaux en passant par les problèmes de vision. Ces enfants ont été forcés de venir au monde avant que leur corps ne soit prêt, a déclaré le spécialiste à la cour. Chaque jour qu'ils restaient in utero était critique pour leur développement. L'agression leur a volé 8 semaines, et elles passeront des années à rattraper leur père. Daniel était assis à côté de moi pendant ces témoignages, sa main serrant la mienne si fort que mes doigts s'engourdissaient. Regarder des professionnels de la santé expliquer comment nos filles avaient été blessées avant même d'être nées a brisé quelque chose en nous deux. Le danger théorique était devenu une réalité clinique. L'avocat de la défense de Vanessa a essayé d'argumenter que le travail prématuré ne pouvait pas être définitivement lié au coup de pied. Richard a démoli cet argument en appelant un expert en obstétrique qui a expliqué au jury exactement comment un traumatisme par force contondante déclenche le travail. L'expert a utilisé des diagrammes, des études médicales et des analyses statistiques. À la fin de son témoignage, même l'avocat de la défense semblait convaincu. Pendant cette phase de préparation, je passais chaque moment possible à l'USIN. La politique de l'hôpital limitait les heures de visite, mais le personnel a assoupli les règles pour nous étant donné les circonstances. Je m'asseyais entre les 2 incubateurs, mes mains reposant sur les parois en plastique, parlant à mes filles de tout et de rien. Votre père se bat pour vous, leur chuchotais-je un soir. Tant de gens se battent pour vous. Concentrez-vous juste sur la respiration, sur la croissance, sur le fait de devenir plus forte. Autumn était la combattante dès le début. Bien qu'elle fût légèrement plus petite, elle avait cette détermination féroce qui se voyait dans la façon dont elle agrippait le doigt de l'infirmière lors des examens. Madison était plus calme, plus observatrice. Ses yeux suivaient le mouvement même à travers les parois de l'incubateur. L'USIN est devenu notre deuxième maison. Nous avons appris les rythmes des bips des moniteurs, les horaires de changement d'équipe, les noms de chaque infirmière et inhalothérapeute. Nous célébrions les millilitres de gain de poids et pleurions sur les revers comme les alertes d'infection et les épisodes de désaturation en oxygène. La plupart des parents ne voient pas cette partie, m'a dit une infirmière vétéran de l'USIN. La plupart des parents ramènent leur bébé à la maison et ne connaissent jamais la fragilité de ses premiers souffles. Vous ne prendrez jamais la respiration pour acquise. Elle avait raison. Même maintenant, des années plus tard, je m'arrête parfois juste pour regarder la poitrine de mes filles se soulever et s'abaisser. C'est un miracle que je ne cesserai jamais d'apprécier. L'audience de mise en accusation a eu lieu pendant que les jumelles étaient encore hospitalisées. Je n'ai pas pu y assister, mais Daniel y est allé avec Richard. Il est revenu l'air secoué. L'illusion de Vanessa a persisté tout au long du processus judiciaire. Elle a donné des interviews à quiconque voulait l'écouter, se peignant comme une sœur désespérée essayant de sauver sa famille de la ruine financière. Elle a commodément omis l'agression, la tentative de vol, et le fait qu'elle avait donné un coup de pied à une femme enceinte. Une station de nouvelles locales a réellement diffusé son histoire jusqu'à ce que Richard leur envoie les images de la sonnette. Le segment a été discrètement retiré de leur site web en quelques heures, et le journaliste a publié des excuses, mais le mal était fait. Certaines personnes ont cru la version de Vanessa, et j'ai commencé à recevoir du courrier haineux. Vous enfoncez une femme en difficulté, disait une lettre. Elle a fait une erreur dans un moment de désespoir, et vous détruisez sa vie pour de l'argent. Daniel voulait répondre à chaque lettre, mais Richard l'a déconseillé. Ne vous engagez pas, a-t-il dit. Le procès parlera de lui-même. Les faits finissent toujours par vaincre la fiction. Le courrier haineux me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Des étrangers jugeaient une situation qu'ils ne comprenaient pas, choisissant de croire une femme qui m'avait agressé plutôt que les preuves documentées. Cela ressemblait à une violation s'ajoutant à la violation originale. Ma thérapeute, le docteur Sarah Brennan, m'a aidé à traiter ce traumatisme secondaire. Les gens veulent croire le meilleur des autres, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances.
Accepter que quelqu'un puisse blesser une femme enceinte et mettre en danger des nourrissons est trop sombre pour certaines personnes. Ils réécrivent le récit pour le rendre plus acceptable. Mais la réalité ne se souciait pas de ce qui était acceptable. Mes filles étaient la preuve vivante de ce que Vanessa avait fait, luttant pour respirer dans leurs incubateurs pendant que leur tante donnait des interviews sur le fait d'être incomprise. L'audience préliminaire a révélé une autre couche de leur machination. Ils avaient déjà contacté un avocat pour contester les droits d'héritage de Daniel sur la succession de son grand-père. Son grand-père était décédé 2 ans plus tôt, laissant à Daniel un fonds fiduciaire substantiel qui arrivait à échéance le jour de son 35e anniversaire, soit 3 mois plus tard. Il prévoyait d'argumenter que Daniel était mentalement inapte en raison de mauvaises décisions financières, a expliqué Richard, nous montrant les documents juridiques que l'avocat de Vanessa avait déposés. Ils allaient utiliser le fonds pour le bébé comme preuve qu'ils gaspillaient l'argent de la famille dans des dépenses inutiles. Nos enfants sont des dépenses inutiles. La voix de Daniel était dangereusement calme. Pour eux, tout ce qui ne profite pas directement à Vanessa est du gaspillage, a répondu Richard. Ils voyaient le fonds pour le bébé comme de l'argent dormant qui pourrait résoudre leurs problèmes. Le trust de votre grand-père allait être leur prochaine cible. Nous avons immédiatement contacté l'administrateur du trust et ajouté des mesures de sécurité supplémentaires. Personne à part Daniel ne pouvait accéder à ces fonds, et toute tentative de contester le trust déclencherait une action en justice immédiate. Le plan de Vanessa avait été plus vaste que nous ne l'avions réalisé. Elle n'en voulait pas seulement au fonds pour le bébé, elle voulait tout. L'implication de Gérald et Lorraine est devenue plus claire à mesure que la phase de découverte se poursuivait. Il faisait pression sur Vanessa depuis des années pour qu'elle obtienne ce qu'elle méritait, de son frère qui avait réussi. Les réunions de famille auxquelles nous avions assisté dans le passé prenaient soudain tout leur sens rétrospectivement, les commentaires pointus sur les revenus de Daniel, les suggestions qu'il devrait partager la richesse, la culpabilisation sur les obligations familiales. Ils ont créé ce monstre, a dit Daniel un soir alors que nous regardions de vieilles photos de famille. À chaque anniversaire, chaque fête, ils lui disaient qu'elle méritait plus que ce qu'elle avait. Ils lui ont fait croire que nous prendre des choses était justifié. J'ai pensé au débat entre Linné et Lucky, à savoir si Vanessa aurait été différente avec d'autres parents. Mais finalement, cela n'avait pas d'importance. Elle avait fait ses choix, et ses choix avaient failli tuer mes filles. Le passé de Vanessa est revenu la hanter pendant l'enquête. Il s'est avéré que ce n'était pas sa première rencontre avec le désespoir financier. Elle avait des dettes impayées totalisant près de 300 000 $, y compris 2 entreprises ratées et un problème de jeu qu'elle avait caché à tout le monde. L'affaire immobilière commerciale était une tentative de la dernière chance pour s'en sortir. Les finances de Lorraine n'étaient guère meilleures. Elle et Gérald avaient refinancé leur maison 2 fois, emprunté sur la retraite de Gérald, et avaient 3 mois de retard sur leur prêt hypothécaire. Ils comptaient sur ces 120 000 $ pour se sauver de la saisie. Ils allaient voler l'avenir de nos bébés pour sauver le leur, a dit Daniel doucement, en lisant les déclarations financières. Ils ont planifié ça. L'audience préliminaire était surréaliste. Vanessa, Lorraine et Gérald étaient assis à la table de la défense, l'air nettement moins confiant que dans mon salon. Leur avocat, un défenseur public à l'air fatigué nommé Mark Stevens, ne cessait de jeter des coups d'œil aux preuves vidéo avec un désespoir à peine dissimulé. J'ai témoigné depuis un fauteuil roulant, récupérant encore de la césarienne. Nos filles avaient 3 semaines, étaient toujours à l'usin, et je n'avais pu les tenir que 2 fois. Le procureur m'a demandé de décrire l'attaque en détail, et je l'ai fait, regardant le visage du juge passé de neutre à horrifié. Quand ils ont diffusé les images de la sonnette, le juge a détourné le regard un instant. Le son de mes cris, combiné au visuel du pied de Vanessa percutant mon ventre de femme enceinte, était apparemment trop, même pour quelqu'un habitué à voir des preuves de violence. Le juge a statué qu'il y avait suffisamment de preuves pour procéder au procès et a refusé la liberté sous caution pour les 3 accusés, les citant comme présentant un risque de fuite étant donné la gravité des charges. Le témoignage de Vanessa pour sa propre défense a été un désastre. Elle a essayé de prétendre qu'elle protégeait l'argent de la famille de mes dépenses irresponsables, mais le procureur a détruit ce récit en montrant nos dossiers financiers méticuleusement organisés. Nous n'avions jamais manqué un paiement, jamais porté de dette de carte de crédit, et avions d'excellents scores de crédit. Vous vouliez cet argent pour vous-même, a déclaré le procureur. N'est-ce pas exact? J'en avais plus besoin, a insisté Vanessa. Ils ont des emplois. Ils ont des revenus. Je n'avais rien. Donc,
vous avez décidé de donner un coup de pied à une femme enceinte et de voler des nourrissons? Il n'était pas encore né. La salle d'audience a explosé. Le juge a appelé à l'ordre, mais le mal était fait. Vanessa venait d'admettre officiellement qu'elle ne considérait pas les enfants à naître comme dignes de protection ou de sécurité financière. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Coupable de tous les chefs d'accusation pour les 3 accusés. Vanessa a écopé de 8 ans pour agression criminelle, tentative de vol et mise en danger d'enfants. Lorraine a eu 6 ans pour complot et agression. Gérald a reçu 7 ans pour agression et séquestration. Mais je n'en avais pas fini avec eux. Richard a intenté un procès civil avant même que les procès pénaux ne soient conclus. Nous avons poursuivi pour frais médicaux, douleurs et souffrances, détresse émotionnelle et dommages-intérêts punitifs. Les soins en usant des jumelles dépassaient à eux seuls 400 000 $, et leurs problèmes de santé persistants, problèmes respiratoires, difficultés d'alimentation nécessiteraient des années de traitement spécialisés. Nous allons prendre tout ce qu'ils ont, a promis Richard. Maison, voiture, compte de retraite, police d'assurance vie. Quand nous aurons fini, ils passeront le reste de leur vie à payer cette dette. Le procès civil a été presque anticlimatique après les procédures pénales. Leur avocat a essayé d'argumenter que nous étions vindicatifs, mais le juge n'a pas été compatissant. Les accusés ont tenté de voler 120 000 $ et ont causé à la place des dommages dépassant 2 millions de $, a dit le juge sèchement. Les actions ont des conséquences. On nous a accordé 2,3 millions de $ de dommages et intérêts totaux. La maison de Gérald et Lorraine a été saisie et vendue. Leurs comptes de retraite ont été vidés. La voiture de Vanessa a été reprise. Richard a fait en sorte que leur salaire soit saisi pour les 30 prochaines années. Tout ce qu'ils gagneraient irait directement au remboursement de leurs dettes envers nous. Le processus de saisie des actifs a été plus complexe que je ne l'avais prévu. Gérald et Lorraine ont engagé un avocat spécialisé en faillite qui a tenté de prétendre que leur maison était protégée en tant que résidence principale. Richard a contré en démontrant que le jugement était une restitution pour des actes criminels intentionnels, ce qui l'exemptait des protections contre la faillite. La loi sur la faillite ne protège pas les gens contre le paiement des crimes qu'ils ont commis, a expliqué Richard au juge des faillites. Si c'était le cas, les criminels déclareraient simplement faillite après chaque condamnation. Le juge des faillites a accepté. Leur maison, un modeste ranch de 3 chambres qu'ils possédaient depuis 32 ans, a été mise aux enchères. Elle s'est vendue pour 385 000 $, qui sont allés directement sur un compte réservé aux futurs frais médicaux des jumelles. Regarder leur maison se vendre semblait irréel. J'avais été dans cette maison pour des dîners de Thanksgiving, des célébrations de Noël, des fêtes d'anniversaire. La cuisine où Lorraine m'avait appris sa recette de biscuits appartenait maintenant à un jeune couple attendant son premier enfant. L'arrière-cour où Daniel avait joué enfant appartenait maintenant à des étrangers. Est-ce que tu te sens coupable? Ai-je demandé à Daniel après la finalisation de la vente. Il a réfléchi un long moment. Je me sens triste, a-t-il admis. Triste qu'on en soit arrivé là. Triste qu'ils aient choisi l'avidité plutôt que la famille. Mais coupable? Non. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. La destruction financière de Vanessa a été tout aussi complète. Au-delà de sa voiture, elle a perdu un petit appartement qu'elle louait pour un revenu. Le locataire a reçu un préavis, et la propriété s'est vendue aux enchères pour 215 000 $. Ses bijoux, y compris certaines pièces ayant appartenu à sa grand-mère, ont été liquidés. Même ses meubles ont été évalués et vendus pour satisfaire le jugement. Elle conteste la saisie des meubles, nous a informé Richard. Elle prétend que c'est tout ce qu'il lui reste. Elle aurait dû y penser avant de me donner un coup de pied, ai-je répondu sans sympathie. Les meubles se sont vendus pour 8 000 $. Chaque dollar comptait pour l'énorme dette qu'ils nous devaient. La saisie de leur salaire a créé un drame continu. Gérald a essayé de quitter son emploi à la quincaillerie pour éviter la saisie, mais Richard avait anticipé ce mouvement. Il avait obtenu une ordonnance du tribunal exigeant que tout employeur retienne automatiquement 70% de leur salaire et nous le soumette directement. S'ils travaillent au noir, ils violent les ordonnances du tribunal, a expliqué Richard. Cela signifie une peine de prison en plus de ce qu'ils ont déjà purgé. Ils peuvent essayer de se cacher, mais tôt ou tard, ils auront besoin d'un emploi légitime, et nous serons là. Lorraine a essayé de réclamer une invalidité pour éviter de travailler, mais l'examen médical requis par le tribunal n'a trouvé aucune condition invalidante. À 67 ans, elle était physiquement capable de travailler,
et le juge n'a pas été sensible aux affirmations selon lesquelles faire le ménage était indigne d'elle. Vous auriez dû penser à votre avenir avant d'agresser une femme enceinte, avait déclaré le juge lors d'une de leurs nombreuses audiences de requête. Le tribunal ne trouve aucune raison de réduire le montant de la saisie. Leur vie d'adulte était devenue une prison de dettes. Chaque chèque de paie, chaque remboursement d'impôts, chaque gain inattendu serait intercepté pour les 3 prochaines décennies. Compte tenu de leur âge et de leur potentiel de gain, Richard a calculé qu'il rembourserait environ 40% du jugement avant de mourir. Le solde restant serait transféré à leur succession, ce qui signifie que tout ce qu'ils laisseraient derrière serait saisi pour continuer à nous payer. Leurs petits-enfants n'hériteront de rien, a dit Richard d'un ton factuel. Tout ce qu'ils possèdent ou accumulent pour le reste de leur vie appartient à vos filles. Cela semblait dur quand c'était dit si clairement, mais l'alternative les laisser garder des actifs pendant que mes filles luttaient avec des factures médicales était inacceptable. Ils avaient fait leur choix quand ils m'avaient attaqué. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences. Pendant ce temps, nos filles poursuivaient leur parcours en néonatologie. Autumn a développé une grave infection à 5 semaines qui a nécessité qu'elle soit placée sous antibiotiques plus forts. Son petit corps s'est battu avec acharnement, mais il y a eu 48 heures où nous ne savions vraiment pas si elle survivrait. Les infections sont la plus grande menace pour les prématurés, a expliqué le docteur Mitchell alors que nous veillions à côté de son incubateur. Leur système immunitaire est immature, et même des bactéries communes peuvent les submerger. Daniel et moi nous relayions pour dormir dans la salle d'attente de l'usin. Aucun de nous ne voulait être plus loin que le couloir au cas où quelque chose changerait. Les infirmières nous apportaient du café et des collations, bien qu'aucun de nous n'eût beaucoup d'appétit. La peur s'était logée en permanence dans ma poitrine. Autumn s'en est sortie, mais l'infection a causé des complications qui ont nécessité une surveillance prolongée. Elle a développé des problèmes respiratoires qui signifiaient qu'elle devait rester sous assistance respiratoire plus longtemps que prévu initialement. Madison, quant à elle, progressait régulièrement. Elle a d'abord quitté le respirateur, puis est passée à une sonde d'alimentation, et a finalement compris comment prendre le biberon. Chaque étape semblait monumentale. Madison pourrait rentrer à la maison avant sa sœur, a mentionné doucement l'une des infirmières. C'est courant chez les jumeaux quand l'un a des complications. L'idée de ramener une fille à la maison tout en laissant l'autre derrière était atroce. Comment choisir entre ses enfants? Comment célébrer l'une pendant que l'autre se bat pour sa vie? Nous avons décidé d'attendre que les 2 filles puissent rentrer ensemble. Cela signifiait que Madison restait à l'usin plus longtemps que médicalement nécessaire, mais l'alternative, les séparer après qu'elles eurent passé chaque instant de leur existence ensemble, semblait fausse. L'assistante sociale de l'hôpital a soutenu notre décision. Les études montrent que les jumeaux s'en sortent mieux quand ils ne sont pas séparés tôt, a-t-elle dit. Le bénéfice émotionnel l'emporte sur l'inconvénient médical. Alors Madison est restée, devenant plus forte chaque jour pendant que sa sœur rattrapait son retard. Les infirmières ont commencé à les appeler « le duo dynamique » à cause de la façon dont elles semblaient conscientes l'une de l'autre même dans des incubateurs séparés. Quand l'une pleurait, l'autre sursautait. Quand l'une dormait paisiblement, l'autre se détendait. Pendant ce temps, le procès de Vanessa a commencé. L'accusation a construit son dossier méthodiquement, appelant témoin après témoin pour établir la préméditation, la violence et les conséquences. Nos images de sonnettes ont été diffusées plusieurs fois pour le jury, et j'ai vu plusieurs jurés grimacer ouvertement à l'impact du pied de Vanessa contre mon ventre de femme enceinte. La défense a essayé d'argumenter une folie passagère provoquée par le stress financier. Leur témoin expert, un psychologue qui avait rencontré Vanessa exactement 2 fois, a témoigné sur la façon dont des circonstances désespérées peuvent amener des personnes normalement rationnelles à agir de manière irrationnelle. Le contre-interrogatoire de Richard a détruit cet argument. Dr Phillips, vous avez témoigné que le désespoir a causé l'agression de ma cliente, mais les preuves montrent 3 semaines de planification, y compris des recherches sur les temps de récupération et des discussions sur les stratégies de coordination. La folie passagère implique-t-elle typiquement une planification détaillée à l'avance? Le docteur Phillips a hésité. Eh bien, parfois. Oui ou non, docteur? La folie passagère inclut-elle 3 semaines de planification préméditée? Non. La folie passagère inclut-elle le fait d'amener des complices? Typiquement, non. La folie passagère inclut-elle le vol de la victime pendant qu'elle est inconsciente? Ce serait inhabituel. Donc, les actions de Mademoiselle Morrison ne correspondent pas vraiment aux critères de la folie passagère, n'est-ce pas?
Je suppose que non, au sens traditionnel. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Je n'étais pas présente pour le verdict, j'étais à Luzin avec Autumn, qui avait eu une autre journée difficile avec sa respiration. Mais Daniel m'a appelé immédiatement après. Coupable, a-t-il dit, et je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Coupable sur chaque chef d'accusation. J'ai regardé Autumn, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec une assistance mécanique, et j'ai senti quelque chose changer en moi. La justice n'effacerait pas les dégâts, mais au moins, il y avait une reconnaissance que des dégâts avaient été causés. Même s'ils déposent le bilan, ils ne peuvent pas effacer ça, a expliqué Richard. La restitution ordonnée par le tribunal survit aux procédures de faillite. Ils vous paieront jusqu'à leur mort. L'argent ne signifiait rien comparé à ce qu'ils nous avaient pris. Nos filles ont passé 62 jours à Luzin. Les 2 filles ont développé une maladie pulmonaire chronique due à leur naissance prématurée. Elles sont rentrées à la maison avec des moniteurs d'oxygène et des sondes d'alimentation. Chaque nuit pendant des mois, je me réveillais pour vérifier si elles respiraient encore. Autumn, notre aînée de 3 minutes, a lutté avec un reflux sévère et un retard de croissance. Elle a dû être hospitalisée 2 fois au cours de sa première année pour des infections respiratoires. Madison, sa sœur cadette, s'est mieux développée mais a tout de même eu besoin de kinésithérapie pour des retards de développement. Les filles ont 4 ans maintenant. Ce sont des enfants d'âge préscolaire en bonne santé et épanouis qui aiment les dinosaures et la peinture au doigt. Leurs problèmes médicaux sont pour la plupart résolus, bien que les 2 voient encore un pneumologue chaque année. On ne devinerait jamais en les regardant qu'elles ont commencé leur vie en se battant pour chaque souffle. Ramener les jumelles à la maison après 62 jours était terrifiant. L'hôpital nous a renvoyés chez nous avec des moniteurs d'oxygène, des horaires de médication détaillés et des numéros de contact d'urgence. Notre maison avait été transformée en une mini-installation médicale avec de l'équipement, des fournitures et des systèmes de secours en cas de panne de courant. Tout ira bien pour vous, nous a assuré l'infirmière de sortie, bien que je puisse voir de l'inquiétude dans ses yeux. Mais appelez-nous si quelque chose vous semble anormal. Faites confiance à votre instinct. La première nuit à la maison, je n'ai pas dormi du tout. Je me suis assise entre leurs berceaux, regardant les moniteurs d'oxygène, comptant les respirations, sursautant au moindre bruit. Daniel a essayé de me convaincre de me reposer, mais je ne pouvais pas. Et si quelque chose arrivait pendant que je dormais? Et si je manquais un signe avant-coureur critique? Emma, tu vas t'effondrer, a dit Daniel doucement vers 4 heures du matin. Laisse-moi les surveiller quelques heures. Nous avons mis au point un système de rotation. L'un de nous dormait pendant que l'autre surveillait les filles. Ce n'était pas durable à long terme, mais cela nous a permis de traverser ces premières semaines terrifiantes où chaque souffle semblait miraculeux et fragile. Nos familles voulaient nous rendre visite, mais nous avons dû établir des règles strictes. Pas de personnes malades, lavage des mains obligatoire, pas de toucher au visage. Le système immunitaire des filles était encore compromis, et un simple rhume pouvait les renvoyer à l'hôpital. Mes parents ont compris immédiatement. Ma mère est arrivée avec des repas préparés et des produits de nettoyage, aidant à entretenir la maison pendant que nous nous concentrions sur les bébés. Mon père a installé des détecteurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone supplémentaires, inquiet que l'équipement d'oxygène ne crée des risques d'incendie. La famille élargie de Daniel, ceux qui ne m'avaient pas agressé, a maintenu une distance gênée. Son cousin a essayé de nous contacter une fois, suggérant que nous devrions passer outre ce qui s'était passé avec Vanessa parce que, la famille, c'est la famille. La famille n'attaque pas les femmes enceintes, a répondu Daniel froidement. La famille n'essaie pas de voler des nourrissons. Dis à tout le monde d'arrêter de nous contacter. Le cousin a essayé d'argumenter, mais Daniel a raccroché. Nous avions tracé notre ligne, et quiconque ne pouvait pas la respecter n'avait pas sa place dans nos vies ou dans celles de nos filles. La kinésithérapie est devenue une partie régulière de notre routine. Les 2 filles avaient besoin d'aide pour développer des capacités motrices qu'elles auraient dû pratiquer in utero pendant ces 8 semaines volées. Nous avons passé des heures chaque jour à faire des exercices, des étirements et des activités conçues pour renforcer leurs muscles et améliorer leur coordination. Elles s'en sortent remarquablement bien, a dit leur kinésithérapeute, Monica, lors d'un bilan à 6 mois. Compte tenu de leur départ traumatique, je dirais qu'elles sont en avance sur ce que j'attendais.